Je me permets premièrement de vous remercier de votre présence aujourd'hui, de votre temps et vous remercier de bien vouloir partager votre connaissance. Euh, la première question que j'aurais, c'est de vous demander s'il est possible de vous présenter, de nous parler un petit peu de votre trajectoire artistique, discographique, savoir avec quel groupe vous avez joué. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Oscar Armando Vilca Kenayata. Je suis né à la ville de La Paz et j'habite on va dire, le quartier Villa Pavón. C'est le quartier judéen. Mon parcours comme musicien, c'est parce que je suis né, peut-être formé les groupes déjà de notre enfance à ce quartier de Villa Pavón avec mes frères à Guatignas, là-bas. Et j'ai fait partie des groupes jusqu'à les années, on va dire, 2008. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a eu pas mal de tournées qu'on a fait. On est venu par ici à cette Europe à montrer tout ce qui vient de notre culture de là-bas. On a gagné quelques disques d'or, disques de platine, de diamants, et on a fait partie bien sûr de toute cette, on va dire, discographique ou disco, comme on appelle de là-bas. À l'époque c'était Lauro, après c'est devenu Discolandia et on travaille maintenant avec Discolandia. On travaille par parce que je fais plus, maintenant je fais plus partie du groupe pour des raisons plus familiales. Et le groupe Aguatignas, il jouait principalement de la musique folklorique, autochtone, ou un peu des deux? Un peu des deux, mais plus en Aguatignas, on a eu, si vous voulez, la partie plutôt autochtone qu'on voulait faire connaître ici en Europe. Parce qu'il était plus connu, on va dire, notre pays, peut-être on dirait même pas le pays, l'Amérique du Sud, pour la musique, on va dire, la musique créole. Alors, mais Aguatignas se caractérise surtout pour la musique autochtone. Mais bien sûr, aujourd'hui aussi, comme avant, on faisait aussi un petit peu la musique, on va dire, créole. De quelle manière la musique autochtone a été importée, on va dire, en Europe ou en Belgique? Est-ce que vous sauriez nous donner une année éventuellement? Est-ce qu'à Aguatignas, quelle est la première fois qu'ils se sont présentés ici en Europe? Si vous voulez, bon, le groupe il est venu dans les années 60, on va dire, en français, de France, 74, en Belgique, je crois que vous dites 74. Tout à fait. Mais c'est dans les années que l'un des frères est venu par ici, hein, vu comment ça fonctionne. Et par rapport à ça, dans les années 80, déjà, on a commencé à plus montrer, on va dire, la musique, ce que c'est vraiment de notre culture. Ce qui vient avant, on va dire, qu'il soit mélangé entre la guitare, la petite guitare, tout ça. Mais on a fait toujours, et on est venu montrer cette culture-là, de quelle façon ça joue, à quelle époque ça joue, comment est-ce qu'on le joue, et voilà. Et de quelle manière les personnes, les Européens, ont perçu la musique autochtone? Vous savez, c'était un petit peu quand même difficile, on va dire, de pouvoir le faire accepter, on va dire comme ça, dans quelque sorte, parce que c'est une musique qu'ils n'ont jamais entendue par ici. Ils connaissaient, comme je disais tout à l'heure, peut-être des mélodies plus commerciales, plus qui pouvaient rentrer facilement dans cette Europe. Mais par contre, vous savez, tout ce qui c'était autochtone, quand nous parlons autochtone, c'est vraiment une musique rien à voir avec ce qui c'est les chants, on va dire en espagnol même, mais c'est expression de la flûte du pan, expression de la flûte indienne, on va dire en
français, mais nous, dans notre langue, la langue indienne aymara, on le dit les sikus. Ou bien on dit, voilà, les renas, ou les pífanos en espagnol, ou la pala, qu'on dit aussi dans la langue indienne aymara. Et c'était ça. Après, on devait jouer, voilà, les gens se demandaient qu'est-ce que c'est ça. Hein? Mais après, c'est vrai, petit à petit, les gens qui sont quand même vus pour la première fois, qui ont fait un petit tournée ici en Europe, ils disaient, ouais, il faut aller voir, parce que c'est vraiment quelque chose d'original. Hein? Quand ils parlaient d'original, bon, ils croyaient les gens peut-être qu'ils devaient arriver, ils chantaient avec la musique indienne. Non, c'était plus, c'est vrai, pour danser, on va dire comme ça. Mais voilà, Jacques, on va dire, partout l'Europe, parce qu'on a tourné pas mal en Europe, hein, c'est vrai, chacun s'est posé cette question. Mais comment? Est-ce que vous avez autant des instruments? Comment est-ce que vous faites? Parce qu'on essaie aussi on a essayé de montrer qu'est-ce que c'est, comment ça se passe là-bas, au plateau de la Bolivie. Parce que là-bas, si vous voulez, il n'y a pas seulement une région, comment dire, la région de mes grands-parents, par exemple, vous voyez, c'est le côté de Italaque et le côté aussi de Achacachi, qui c'est notre région aussi, qui sont des autres instruments. Et après, nous allons plus loin, côté Tiahuanaco aussi, de mes frères, comment dire, des Huatiñas, qui habitent ses parents, qui jouent aussi autrement des autres instruments. Hein? Alors, à chaque fois qu'on arrivait, parce que là-bas, ça se vit comme ça, nous sommes là-bas, on est en train de, on va dire, peut-être d'échanger les trucs qu'on appelait avant, d'échanger vraiment peut-être ce qui venait de Yungas, qu'on appelle le côté amazonien, qui venait avec les fruits pour faire les changements avec des pommes de terre, ou bien les chuños qu'on appelle aussi, qu'on fait la pomme de terre déshydratée, tout ça. Alors, à ce moment, chacun il venait avec son sac. À l'intérieur, bien sûr, sa feuille de coca, plus son instrument, chacun, ça dépend de la région, il prenait sa flûte indienne, sa flûte, chacun comme ça. Et après, selon la région, il commençait à jouer, l'autre de l'autre côté, l'autre. On entendait de tous les côtés un petit peu la musique comme ça. Et ça, on essayait toujours de montrer, peut-être dans cette, on va dire, une heure de concert qu'on faisait, que la musique vraiment. Avant l'arrivée des Espagnols, on faisait ça, montrer. Et on montre aujourd'hui aussi. Ça se fait aujourd'hui. À Huatiñas, travail. C'était notre travail. C'était faire connaître vraiment qu'est-ce que c'est. Alors c'est comme ça que, petit à petit, les gens ils ont quand même commencé à aimer. Parce que c'était vraiment quelque chose de pur, quelque chose vraiment, même, comme je disais tout à l'heure, avant l'arrivée des Espagnols. Tous les membres d'Aguatiñas venaient de la Bolivie. Tout le monde était bolivien? Nous tous, on était tous boliviens. Boliviens, de même quartier. Aujourd'hui même, il est, on va dire, plus concentré presque en famille. Parce que, comment dire, ça se transmet la musique vraiment comme ça. On est là, c'est comme mes enfants. Mes enfants, par exemple, ils sont là, malgré que nous, les parents, là-bas, on dit, voilà, non, il ne faudra pas que tu sois musicien, parce que, écoute, il faut quand même faire des autres métiers. Mais c'est automatique, c'est quelque chose dans le sang qu'on a, tout de suite, ils vont profiter qu'on est à l'extérieur, et tout de suite, ils prennent la flûte, ils vont se réunir entre eux, ils vont jouer, chanter. Mais c'est comme ça que chacun s'est formé. Alors chacun il fait, et voilà, après son expression, dans des moments précis, on va dire, qu'on a besoin peut-être d'un musicien qui est tombé malade, hein, parce qu'on était toujours 6 musiciens, et quand on est en 6, si quelqu'un il va prendre, parce qu'il y a des airs ou des mélodies à jouer à 6 personnes, vous voyez, c'était un peu difficile, on disait, voilà, non, il y a ce moment-là, c'est vrai, on découvrait que quand même il avait quelqu'un qui l'avait appris aussi à jouer. Hein. C'était comme ça, et voilà, aujourd'hui c'est toujours la même chose. Ça se transmet. Donc, Aguatiñas c'était initialement composé de 6 personnes ou... Ça a commencé, on va dire, à 4 personnes, mais après, bien sûr, pour compléter ce que je viens de dire,
certaines mélodies, il fallait qu'on soit minimum 6 personnes, au moins pour montrer comment ça se peut jouer un air. Parce qu'il y a des airs, comme dire, si vous avez déjà entendu, l'Italaque, les cantours, ou bien c'est les toyos qu'on a besoin aussi de plusieurs personnes pour qu'ils puissent au moins s'entendre mieux, parce que ce sont des grosses flûtes qu'il fallait vraiment remplir l'air. Et vous voyez, chacun, après, il faut prendre aussi un tambour. Alors, il fallait vraiment qu'on soit 6 personnes. Parce que des fois, il y a des airs aussi, comme il y a la tarka, qu'il faut jouer avec les instruments, comme dire, des percussions. Il faut 2 personnes. Mais ça commençait à 4. Mais en voyant tout ça, on a dit, voilà, comme je disais tout à l'heure, déjà notre frère l'aîné, parce que je les appelle aussi mes frères, parce que la famille Condé, et ils avaient déjà, avec des autres amis, qui étaient aussi déjà fait les 4, après ils ont dit non. Voilà, il y a aussi les 2 frères qui sont là, Miguel, Armando, et voilà, on va faire un tel, et c'est comme ça que c'est devenu, et après à l'époque, avant qu'ils j'enterre complètement, ils avaient des autres musiciens qui étaient avec. Alors c'est comme ça que ça continuait. Mais aujourd'hui, à Wattigna, si vous l'avez vu, ils ne sont pas seulement 6 personnes. Ils sont plus. Parce que, bon, voilà, c'est mieux, je dirais, parce qu'on peut exprimer d'une façon plus complète ce qu'on a besoin pour la musique vraiment traditionnelle et autochtone. Lorsque vous êtes arrivé en Europe, est-ce que vous êtes venu également en Belgique? Est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui jouaient également de la musique autochtone à cette époque? Par mon connaissance, quand même, on a connu le groupe Joupai. C'était aussi un grand groupe qui a montré aussi pas mal la culture aussi autochtone, la musique autochtone, vous savez. Mais sinon, mon connaissance ici en Belgique, non. Je dirais, je ne connais pas. Après, peut-être ils sont créés des petits groupes comme ils font aujourd'hui. On va dire, voilà, les gens qui aiment la musique. Je pense qu'ils sont, après, petit à petit, ou bien ceux qui sont restés, ceux qui sont venus, en disant, intégrer un groupe. Comme à l'époque, Roupaï, qu'ils sont chacun après dispersés, ils sont venus, ces gens-là, ils sont restés ici, ils sont formés aussi des autres groupes, ils sont faits. Et vous voyez, c'est comme ça. Hein? Aujourd'hui, on va dire, même ma personne, des fois je suis appelé pour quelqu'un qui me dit, bon, écoute, Armando, est-ce que tu peux... Je dis, pourquoi pas? Je me dis, bon, c'est un moment pour moi le plaisir, parce que je me dis, je suis venu comme musicien ici, et je dois quand même, des moments, un petit peu prendre les instruments. Alors je prends pour moi, et les gens ils me disent, bon écoute, est-ce que je dis d'accord, on va faire, et on le fait. Mais c'est vrai, plus on le fait un autre type de musique. Hein? Mais bolivien, mais un autre type de musique. Lorsque nous parlons de la musique autochtone, est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications, par exemple, par rapport au Hachiasiku, sa provenance, de quelle manière il faut exécuter l'instrument, les caractéristiques de l'instrument? Oui, bon, Hachiasiku, connu aussi dans la langue indienne, c'est vrai, aujourd'hui connu aussi pour les gens qui peut-être ils vont se poser la question qu'est-ce que c'est Hachiasiku, c'est les toyos en espagnol. Mais c'est un instrument qu'on joue normalement dans des événements d'information. C'est-à-dire, ça peut déjà, parce que chaque instrument, on nous disait, ça se joue à chaque époque. Alors, on peut l'exprimer soit quand il y a la joie, c'est-à-dire dans le carnaval, par exemple, si vous voulez, on va jouer la tarka, que c'est vraiment cet instrument qui va exprimer pour cette date-là. Parce que le fleur, les pommes de terre, il est en fleur,
Et c'est là, pour nous, on voit qu'on aura, disons, peut-être une bonne récolte. Il faut encourager. Et en plus, on ne le fait pas juste parce que c'est cette plante-là. On le fait parce qu'on est en contact avec la terre, avec la Pachamama. C'est dans ce contexte-là qu'on le joue. Et après, on peut voir si, par exemple, si c'est, on va dire, pour cette date-là, on va dire les jumelles, pardon. Les jumelles, on a quelque chose qui ne va pas, on va prendre les Hatchasikus. On va le jouer pour dire, voilà, le ton, il n'est pas bon. Alors, il ne faut pas, on va dire, déjà, avancer cette joie parce que, on peut avoir peut-être des mauvaises, on va dire... Une mauvaise récolte oui, mauvaise récolte, on va dire des mauvaises avances, de dire, voilà, on fait ça, comme je disais tout à l'heure, on récolte, tout ça. On fait ça, on peut déjà même prévenir de qu'il vient les orages, parce que là-bas, dans le haut plateau, quand ça tombe, c'est-à-dire il n'y a pas, même pas où se protéger, et tout ça, c'est les Hatchasikus que nous essayons de la jouer. Et des fois même, ça peut présenter pour une expression de révolte, on va dire, parce que c'est vraiment montrer que voilà, ça tient, c'est fort. Et c'est ça les Hatchasikus. Mais pour ça, je disais tout à l'heure même, il faut être au moins, pour jouer ces instruments, minimum 6 personnes, pour qu'on puisse au moins exprimer cet air-là ou cette mélodie-là, parce qu'il faut la force, il faut vraiment même peut-être, je ne sais pas, on va dire, qu'il soit bien douce, parce que c'est un instrument aussi gros que des fois même dans les sons, on va sentir cette agression qu'il y a quand on souffle. Pouvez-vous un petit peu nous décrire l'instrument, parce que je pense que les gens se posent la question de savoir Toyo, qu'est-ce que ça signifie? Si vous voulez, dans la famille de sikus, il y a toute une famille. Peut-être il y a certains musiciens, même ils ont déjà parlé sur ces instruments-là. C'est toute une famille. C'est comme dans la famille des sikus, dans la famille on va dire, de la flûte indienne, il y a toute une famille. Alors les toyos sur le sikus, les gros sikus sont la plus grosse flûte de pan. Elle peut mesurer combien de centimètres? Nous avons ce qu'avant nous utilisait, c'était plus, on va dire, entre 1,60 m, la plus grande, parce qu'il était pentatonique. Il ne faut pas justement dire, ah oui, c'est comme maintenant, la flûte que je tiens, on a plus ajouté des notes. Parce qu'avant, c'était que 5. C'était, voilà. Mais on pouvait jouer ça comme ça. Mais aujourd'hui, même dans des accords, on peut accorder des instruments, on va dire, des accords, des autres notes, et ça peut encore aller plus loin en mesure. Mais c'est la plus grosse flûte de pan qui s'appelle sikus ou toyos, qui, voilà. Lorsque je parle de, par exemple, Italake, c'est une mélodie qui est assez connue en Belgique. Il y a plusieurs groupes qui jouent cette mélodie. Est-ce que vous sauriez nous dire d'où vient cette mélodie? Éventuellement, à quelle occasion on joue Oui. Bon, Italake, c'est vrai, c'est un des rythmes qu'on utilisait beaucoup, aussi, surtout là-bas dans la Provence, où vient ma mère, la famille aussi de ma mère, du côté, c'est la région entre la province Muñecas, qu'il y a Italake, il y a Mokomoko, Tuiluni, et tout ça. Et c'est là, par exemple, les gens y jouent cet air-là, parce que c'est un air vraiment aussi gai, on va dire, vraiment une envie de participer et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un rythme qu'il faut vraiment, peut-être, je dirais, la jouer à plusieurs personnes, comme tout à l'heure je disais, parce qu'il y a toute
une sorte de mesure de flûte. Hein. Alors, comme c'est une famille, alors il faut vraiment plusieurs personnes. Parce que pour montrer ça aussi, si on le joue à 6, on va le faire à 6 personnes, mais juste on ne va pas respecter peut-être comment cette air il fallait ou il faut la jouer. Parce que généralement, les troupes de sikus se composent de 12 sikus. C'est pas une règle générale, mais il y a différentes sikus. Il y a des chulis qui sont les petites, de taille très petite. Il y a la sankas, c'est des tailles plus grandes, et les maltas. Est-ce que tout le monde peut jouer du chuli? Est-ce que tout le monde peut jouer de la sanka? Ou dans les communautés, il y a quelqu'un qui peut jouer de cet instrument chuli qui généralement donne l'ordre pour commencer la chanson? Ou la sanka, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, une structure? Normalement, vous savez, c'est quand vous êtes dans une région, en communauté, vous savez combien vous verrez, peut-être entre 200, 300 personnes qui habitent dans un petit village comme ça, comme Italake avant c'était petit. Hein. Alors, ils avaient quand même, là, parce que c'est de ma vivance que je parle, parce que j'étais là aussi, j'ai participé aussi. Alors, je dirais non. C'est pas parce que, on va dire, voilà, lui il doit jouer vraiment le petit, ou celui-là les gros, non. Chacun, à ce moment, ils vont quand même, parce que comme chacun il sait, comme vous venez de dire, qui est-ce qui donne la signal de commencer. Hein. Pour commencer, ça dépend, c'est plus, c'est la sanka qui commence, qui va donner le signe, ou bien le tambour. Les battements de tambour qu'on fait, et après on commence le signal avec le sanka. Ça peut être aussi la petite les chulis parce que dans les sons c'est plus aigu et ça se fait entendre plus loin. Mais tout le monde il peut la jouer parce que il n'y a pas de hiérarchie, on va dire, non. Ça dépend des fois si peut-être la personne ils se sont fatigués de jouer les grosses flûtes, il va dire bon est-ce que il va aller dire écoute je peux, d'accord, on peut changer. Mais chacun il fait comme il veut, comme il vient. Hein. Si je vous cite par exemple Hachasiku, Surisikuri, Kenake, Natar, Kaitalake, Hula Hula, est-ce que tous ces rythmes, tous ces instruments viennent de la même région ou chacun a ses propres particularités ou viennent d'une région bien déterminée? Oui, on va dire chaque instrument, il vient, ou certains instruments, il vient de certaines, on va dire, régions. Hein, c'est comme le hula hula, c'est pas vraiment côté, on va dire, côté de la Paz ou au plateau de la Paz. Hein, c'est plutôt côté du Potosí, dans cette région-là, qui se joue beaucoup. Oui, ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, même avec ces danses-là, qui font les tinkus, c'est là qu'on voit plus le hula hula dans ces régions-là. Mais après, nous avons, comme les kenakena, on va la jouer dans ce que je citais tout à l'heure, à la ville de mon père, de mes grands-parents, à Chacachi, tout cet endroit, à Chacachi, à Haria, tout ça. C'est là que ça se joue aussi le kenakena, même les sikuris qu'on appelle, ou le collé comme ça. Mais nous on dit le sikus. Hein? Quand on dit sikuriada, c'est quand nous on joue la mélodie, l'air sikuriada. Hein? Mais sinon, après, même dans la façon de s'habiller, si on va jouer en sikuriada, mettons à la ville de La Paz, je vais citer Bakmo comme ça, à Tiahuanaco. Ou à Tiahuanaco même, ils vont s'habiller avec les sikuris, avec une cape, on va dire, on va dire construite à l'époque. Après, avec de la peau de mouton, vous voyez, comme ça. Avec un petit jupe qu'il essaie de faire une imitation de jupe long comme ça, blanc. Hein. Soit ils vont utiliser complètement blanc entier comme ça, comme un jupe,
ou bien juste comme on va dire, un tablier qui tombe là. Mais par contre, il y a de l'autre côté, des côtés, on va dire, vers les chemins à la ville d'Oruro, c'est de ce côté-là, nous avons aussi qu'ils vont jouer aussi les sikus ou la sicuriada, c'est complètement différent. Une autre façon aussi de s'habiller, un autre type de rythme de sicuriada aussi. Parce que c'est pas seulement sicuriada quand on va jouer en sicuriada. Ah voilà, c'est bien, c'est sicuriada. Un jour, ces régions, ça sa propre sicuriada, son propre rythme sicuriada. Et de ce côté-là aussi, cette région-là, il y a aussi, comment dire, les Kairanis qui font. C'est complètement différent, mais c'est sicuriada aussi. Mais ça joue différemment. Il y a la façon de jouer d'un côté avec, nous on dit des tiku-tiku, de l'autre côté des choses comme ça que nous parlons dans notre argot bolivien. Hein? Surtout ce qu'on se connaît, ce qu'ils parlent, l'aymara, surtout ces gens-là, on va toujours utiliser. Ça, on se dit, on se fait comme ça, voilà. Et c'est ça la sicuriada. Donc il pourrait y avoir, donc la dénomination sicuriada se joue différemment dans une région que dans une autre région ou communauté. Les instruments également, ils sont différents. Donc non, les instruments non, c'est les mêmes siku. C'est le rythme qui est différent. C'est le rythme, c'est différent, mais c'est sicuriada. Hein? Mais comme on dit, mais on l'a nommé, comme je viens de dire, sicuriada, qui vient, disons, des côtés, comme je disais, des côtés des lacs Titicaca, de ce côté-là, et sicuriada, qui vient à Irani, de ce côté-là, de l'autre côté, comment dire, de La Paz, vers Oruro, de ce côté-là. Parce que vous savez, si nous voyons surtout la Bolivie, nous voyons, on va dire, le haut plateau, c'est pas juste une partie, c'est vraiment, il va vraiment très loin. Alors c'est comme ça qu'on commence à voir tout ce qui est vraiment lié avec la musique. Et après, c'est sûr qu'il peut-être il a avancé, il est parti plus loin aussi. Aujourd'hui, peut-être même on le joue dans les Yungas de Bolivie. Parce qu'ils sont partis aussi, tous ces gens-là qui habitaient dans les hauts plateaux vers là-bas, et aussi ils ont créé des rythmes aussi, pareil, sicuriadas. Est-ce que c'est l'instrument qui va définir le rythme ou c'est le rythme qui définit l'instrument? Je vous dis par exemple, lorsqu'on parle de Hatchasikus, l'instrument en lui-même s'appelle Hatchasikus pour pouvoir faire une distinction entre les différentes sikus qu'il y a, les différents types de flûtes de pan. Est-ce que ça définit le rythme? Parce qu'on a le solisikuris, on parle donc de différents sikus. Hatchasikus, c'est d'autres types de sikus, mais le rythme en lui-même s'appelle également Hatchasiku ou solisikuris de la région d'où ça vient. Bah, je crois que même quand vous dites, ou quand je dis aussi, Sicuriada sikus, Sicuriada on a dit, voilà, c'est la danse, c'est un huayno peut-être connu aujourd'hui, qu'on dit en espagnol. Mais quand nous parlons de Hatchasikus, c'est-à-dire on est en train de donner, disons, comment dire, on va jouer un cantus ou un italaque, on va jouer une sicuriada. Hatchasikus, on n'a pas, en disant, on va jouer, on va dire pour le Hatchasikus, un titre spécifique. Hatchasiku, il a resté Hatchasiku, parce qu'il est le plus grand, et le reste, si tu veux, c'est, ou si vous voulez, pardon, c'est vraiment par rapport aux petits instruments, comme dire les soulisikus, vous savez, c'est... Mais c'est par rapport à l'instrument ou par rapport au rythme? Lorsqu'on joue du Hatchasiku, c'est parce que l'instrument s'appelle Hatchasiku ou c'est parce que le rythme s'appelle Hatchasiku ou c'est les deux? C'est-à-dire, on va dire, le deux. Les deux, parce que après, si on va lui donner un nom à la mélodie, ça c'est sûr qu'on va dire, par exemple, on va jouer Hutaneo, c'est un exemple que je donne, à cet air-là, ou à ce titre de mélodie. Alors, automatiquement, nous les musiciens, on va jouer ça, c'est les Hatchasikus. Tout de suite, on va prendre les Hatchasikus et on va jouer ça. Mais
Si on va, il y a on va dire des gens qui ne connaissent pas, mettons, les noms de cette chanson, de cet air, on va dire, on va jouer des hachasikus. C'est-à-dire qu'on est en train de citer les noms de l'instrument. Et après, la mélodie, bien sûr, certainement, ils ne vont pas connaître. Il faut, pour ça, il faut répéter, il faut les donner, tout ça. Mais c'est comme ça. Ok. Un exemple, est-ce que par exemple, avec je prends par exemple le Surisikoris, avec l'instrument Surisikoris, on peut jouer le rythme de Hachasiku. Donc les deux sont intimement liés. Donc lorsqu'on dit Surisikoris, on prend l'instrument qui s'appelle Surisikoris et on joue le rythme de Surisikoris qui peut être différent d'une région à une autre, mais l'instrument est le même. Le même, on va dire, parce que après, ça dépend comment est-ce qu'on va l'utiliser, l'instrument. Comme je viens de dire, c'est quand nous jouons Hachasikus, ou un air en Hachasikus, automatiquement, on peut le jouer aussi dans des petites flûtes. Ce qui cet air-là, ce qu'on vient de dire en Hachasikus, on peut le jouer aussi dans les maltas. Mais, on dit, ça ne va pas donner la même chose. Parce que cet air-là, il est connu pour jouer, on va dire, avec les Hachasikus. Peut-être je me dis, c'est vrai, parce qu'on est en train de parler, peut-être vous aurez l'occasion par rapport à cette filmation qu'on est en train de faire, peut-être mettre justement les airs qu'Awatinas ont fait encore aujourd'hui. Parce qu'il y a cette fête Aymara, on l'a nommée, qu'on le joue. Plusieurs instruments, plusieurs airs qui sont vraiment collés l'un à l'autre comme ça. Il nous le fait aussi en concert comme ça. Hein? Comme ça, il y a les gens, l'idée, on va dire même en Bolivie, on va dire à un moment donné, les gens ils étaient plus pour un autre type de musique qu'aujourd'hui ils sont en train de prendre, on va dire, on est en train de prendre, ou ils sont en train de prendre conscience de qu'il y a aussi cette musique qui est vraiment, qui vient très chère, on va dire. Parce qu'il y a, de génération en génération, on commence à perdre petit à petit. Justement, par rapport à la transmission, la musique autochtone, comment est-ce qu'elle se transmet actuellement, que ce soit en Bolivie ou que ce soit à l'étranger? Actuellement, vous savez, c'est un peu difficile de dire parce que tout à l'heure je disais que nous, par exemple, vous voyez, en Awatinas, on n'a pas eu des écoles, on a appris comme ça de nos grands-parents. Nos grands-parents déjà, ils jouaient, on le voyait jouer, on le voyait danser. Et nous, on était là. Et même, on dirait peut-être même avant, parce que nos parents, ils étaient déjà en train, peut-être, ils étaient dans les ventres. Alors on participait déjà à toute cette fête-là qu'ils avaient. Et c'est comme ça qu'ils nous ont déjà transmis. Aujourd'hui, ceux qu'on essaye, ceux qui sont peut-être certains parents, ceux qui aiment quand même la musique, ils sont toujours là, les enfants ils sont là aussi, qui petit à petit ils commencent à apprendre à jouer. Mais dans la plupart, parce que, on va dire, on a quand même, on s'est modernisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait les parents? On dit, bon, on n'a pas trop le temps des fois, parce qu'on est en tournée. C'était mon cas. On était toujours en tournée. 6, 7, 8 mois comme ça, bon, j'avais l'occasion de mes enfants qui me voyaient déjà dans des répétitions parce qu'on était là. Mes enfants, automatiquement, comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas qu'ils fassent la musique. Parce que je me dis, bon, écoutez, d'abord, il faut assurer quand même l'avenir, parce que la musique, c'est quelque chose, mais c'était automatique pour eux. Ils l'ont appris comme ça. Et aujourd'hui, comme on dit, je ne sais pas, certaines familles ou certains musiciens, comment ils le font. Je ne peux pas, disons, dire, voilà, ils le font comme ça, je ne sais pas. Mais je me dis, peut-être, pour cette envie qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent, qui peut-être ils vont à l'école, je ne sais pas.
sincèrement. Mais en Bolivie, est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que les gens, par exemple, les jeunes qui souhaiteraient apprendre les instruments, est-ce qu'ils doivent aller vraiment dans la partie rurale, à la campagne, pour pouvoir jouer ces instruments, ou ils peuvent l'apprendre dans les grandes villes? Est-ce qu'il y a des écoles, ou c'est quelque chose qui se transmet spécifiquement de génération en génération, ou de famille en famille? Vous savez, pour la musique autochtone, ce qui normalement c'est en disant mon rôle, je suis venu pour montrer ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu peut-être des écoles vraiment spécifiques pour la musique autochtone. Mais il y a des écoles, ça c'est sûr, pour apprendre, comme toute personne qui veut y aller dans une école, peut-être, je ne sais pas, apprendre à jouer les sikus, ou apprendre à jouer la flûte indienne, ou pour chanter, vous voyez. Mais à mes connaissances, ça serait fou que je dise oui, je connais une école où vraiment ils forment des musiciens qui jouent, que des, on va dire, que des chanteurs que je ne connais pas. Peut-être qu'ils existent, je ne sais pas. Vous savez, c'est un peu difficile de dire parce que comme je suis vraiment plus ici en Europe, qu'au pays même, c'est un peu difficile. Et ici en Europe, est-ce que vous connaissez une école où on saurait apprendre la musique autochtone? Non, je ne connais pas, non. J'en ai, si vous voulez, dans les années 95, presque jusqu'à 98, 2000, j'en ai essayé en France. J'avais une école justement pour former des jeunes pour la musique vraiment indienne, on dit, autochtone. Mais c'est vrai, les jeunes, ils sont plus intéressés pour la musique moderne. Mais ils avaient peut-être 2 ou 3 qui venaient, c'est vrai, ils aimaient bien, parce que voilà, d'abord il faut le former, même si c'est la musique moderne, il faut le former à savoir souffler déjà une flûte, soit la flûte du pan, soit la flûte indienne, hein, parce que après, même pour arriver à souffler les hachasikus, il faut commencer par quelque chose. Alors j'ai essayé, mais bon, entre deux, je faisais aussi un petit peu dans cette école, montrer aux jeunes un petit peu aussi la danse. Hein. Mais c'était un peu difficile parce que peut-être, je me dis, à ce moment-là, peut-être il n'y avait pas beaucoup aussi des gens qui s'intéressaient. Mais aujourd'hui, je vois quand même pas mal. J'étais comme à Paris, comme j'étais en Allemagne, même aux Pays-Bas, en Angleterre ces derniers temps. Comme ici à Bruxelles, je l'ai vu, voilà pas mal des groupes qui dansent, des groupes qui montrent au moins des différentes danses, on va dire, qui ça fait plaisir. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Alors nous, avec Awatinas, même on a essayé un petit peu de montrer, c'était difficile parce que les gens ne sont pas venus aussi pour faire ici la danse. Ils sont venus, les gens, plutôt pour travailler dans notre domaine, et c'était difficile de pouvoir les amener avec nous parce que nous, on était venus comme musiciens. Est-ce que lorsqu'on parle de musique autochtone, par exemple, quelqu'un qui vient d'une telle région, qui joue par exemple du hula-hula, est-ce qu'il peut jouer également d'autres instruments, d'autres rythmes, ou on va dire que chacun se spécialise dans un seul rythme et ne sait pas jouer, quelqu'un qui joue du hula-hula ne sait pas jouer par exemple du moseño ou de l'italake? Comment ça se passe dans les communautés, ou dans une communauté on sait jouer tout un répertoire de musique autochtone? Pour moi, on va dire, déjà, si dans une région, comme vous avez cité les hula-hulas, c'est une région aussi, son spécialité de cette région, c'est les hula-hulas. Si ces gens-là, ils vont passer à 10 jours, on va dire, dans les environs de
de la Titicaca, qui ça joue pas mal des instruments aussi. Hein. Cette personne, comme il a l'air déjà en lui qu'il est musicien, il va tout de suite peut-être dire voilà, pourquoi pas, je peux apprendre. Parce que c'est comme chacun de nous, c'est dire voilà, si je peux prendre la flûte, parce que c'est un souffle de la même, peut-être on remplit l'air, mais pourquoi pas jouer. Et c'est comme ça qu'il il peut jouer. C'est pas, disons. Mais c'est un apprentissage, mais je veux dire, dans leur communauté même, ils ne jouent pas tous les rythmes. Ah non, je pense pas, parce que c'est comment dire, ces régions-là, comment dire, dans les côtés des Potosí, ce sont des gens qui sont vraiment avec le hula-hula, c'est vraiment comme ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ils le jouent aussi, parce que ce sont des gens qui sont venus, ils sont, on va dire, mélangés avec les autres gens, les autres musiciens, partager cette fête-là, et après, voilà, ils vont amener peut-être là-bas, ils vont jouer aussi. Pareil. Hein. C'est comme dans la région de l'Uriba et du côté Pacajes, la province Pacajes, ces gens-là, ils jouent aussi les monseños. Ils jouent vraiment, voilà. Par rapport à la musique folklorique, si on parle du caporales, diablada, cuyawada, chutas, morenada, tingu, quel est le rythme avec lequel vous avez, on va dire, voyagé avec le groupe Aguatiñas? Est-ce que par exemple, dans votre répertoire, qui initialement était de la musique autochtone, vous avez également joué un de ces rythmes-là? Bah oui, on avait, on va dire, avec Aguatiñas, surtout on va dire, la saya, morenada, hein, qui sont des rythmes quand même qu'on a joué. Mais après, bon, les diabladas, vous savez, c'est un petit peu difficile de citer, mais ça on le jouait parce qu'on avait on va dire des soirées avec des amis qu'on pouvait la jouer. On a joué tout ça. Mais plus en concert, justement, c'était voilà, les sayas qui ont quand même pas mal fait participer même des gens, avec les morenadas aussi, qui les gens ils appréciaient beaucoup aussi. Hein. Lorsque vous parlez de saya, vous vous référez au rythme de caporales ou la saya afro-caporal ou afro-saya comme... Afro-bolivien plutôt qu'afro-caporales, non. Et ça c'est vraiment aussi notre, peut-être, je dirais plutôt notre type d'interview qu'on peut faire pour parler, en disant, comment et pourquoi. Mais je vais un petit peu expliquer pourquoi sayas. Sayas, c'est un rythme quand même afro-bolivien, hein, qui ça joue dans le nord et sud de la ville de La Paz, Yungas, qu'on appelle, qui vient de là-bas parce que nos frères aujourd'hui africains, qui à l'époque ils sont ramenés, ils ne savaient pas, disons, tenir à tous ces problèmes qui passaient dans les hauts plateaux, surtout à Potosí, parce qu'ils sont amenés pour exploiter les métaux précieux qu'on avait là-bas. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans le sud, on va dire au sud de La Paz. Il y a une ville vraiment bien connue là-bas, c'est Chicaroma. Et vous verrez, si vous allez là-bas, vous serez vraiment comme en Afrique. Il y a des frères africains qui parlent notre langue, la langue aymara. Et c'est là qu'il y a ces rythmes-là qu'il est né, on va dire, dans quelque sorte. La saya. La saya, parce que ça, si vous voulez, c'est parti, parce que tout à l'heure on parlait de la musique autochtone, mais c'est devenu après, ça vient ça. Ça crée par rapport à ça, c'est un rythme vraiment afro-bolivien, c'est pour ça qu'on l'appelle afro-bolivien. Après, on s'était connu avec, je sais pas, certains noms qui l'ont donné, on va dire, parce que c'est les rythmes, tout ça. Saya, ça est devenu quelque chose, vraiment, jusqu'à qu'il apparaisse une danse, ou la danse aujourd'hui, qui s'est connue pour caporales, hein, qui sont des amis boliviens, aussi amis qu'on connaît bien, qui habitent aussi, qui habitaient avant, ils habitent aussi encore dans la zone du Grand Poder, qui étaient amoureux de filles de mon quartier, de la maison à côté. Et c'est ces frères-là, Estrada, qui sont
créé ce rythme caporales. Disons pour la danse, hein. Je ne parle pas pour la mélodie. Aujourd'hui, j'entends dire, voilà, on va jouer caporales. Bon, c'est par rapport, à mon avis, hein, c'est par rapport à la danse qu'ils font. Mais sinon, pour nous, c'était saya. Hein? Mais on parle du même rythme, saya, caporales, voilà. Simplement avec une autre dénomination. Dans les années 70, on l'appelait plutôt saya, et maintenant on fait vraiment une distinction entre caporales et l'afro-saya qui n'a rien à voir entre les deux rythmes. Afro-saya, on va dire, non, c'est pas afro-saya, je crois que c'est afro-bolivien, on va dire comme ça. Et de là, il naît la saya. Hein? Bon, peut-être avant même, peut-être c'était appelé Tundikis, vous voyez. Alors, mais c'est devenu Sayas. Après, bon, aujourd'hui, on s'est connu comme caporales. On joue en caporales, on dit voilà, on joue en caporales. Et la première saya que vous avez jouée avec le groupe Awatiñas, ou pas peut-être, ou lors d'occasions, d'événements, de fêtes privées, si vous sauriez me dire le nom d'une chanson, une année, ce serait quelle chanson? Bon, c'est difficile maintenant, je ne retiens pas les noms, mais vous savez, ça, on l'a joué pas mal déjà dans les années 80, 82, même avant, 82, qu'on a joué. La saya, toujours on a joué, je crois que ça s'appelle En los Cocales. Hein? Soyez, quelle est la mélodie plus ou moins pour? C'est vous voyez, bon, aujourd'hui on peut l'appeler aussi caporales, parce que c'est le même rythme, parce que ça marque le rythme dans les tambours, c'est la même chose. Quand nous allons entendre, comme je disais tout à l'heure, Tundikis, c'est vraiment, voilà, c'est une imitation, on va dire, aux frères africains, que des tambours, et voilà, ils chantent comme ils le font aujourd'hui. Il y en a aussi des danseuses et musiciens. À quel âge ou quelle année avez-vous pour la première fois entendu la morenada et la diablada? C'est comme je disais, c'est les années que, comme tout à l'heure, j'avais dit, entre mes 6 ans, 7, 8 ans, que je me rappelle, parce que mes parents, ils écoutaient toujours, surtout mon père, hein. C'était fanatique de ce petit disque qu'il écoutait à la radio, pardon, dans sa petite radio, il écoutait la musique indienne, les tariadas, curiadas, la langue, parce que ma langue maternelle à moi c'est l'aymara. Hein. Alors, j'écoutais ça, je suivais ça, et à un moment donné, entre deux, c'était vraiment bizarre d'entendre quelque chose, ce rythme-là. Surtout la morenada, que c'était vraiment, je dis, ce rythme-là, c'est un peu quelque chose, oui. Et après, c'est vrai, diabladas, nous, quand on parlait des diabladas, des fois, vous savez que les histoires de nos grands-parents, pour nous faire peur, ils nous parlaient des diables, tout ça, qu'il ne faut pas parler, il faut... Nous, on disait, il ne faut pas parler des diabladas, parce que, au diable, les diables, tout ça. Et je l'ai entendu, et quand j'ai entendu, c'est vrai. Peut-être, je dirais, que je me rappelle bien, peut-être entre mes 10 ans. Oui. C'était quelle année, plus ou moins? Waouh 10, ça doit être 66, 68. Vous entendiez déjà à la radio la diablada. La diablada. Est-ce que vous avez une mélodie en tête? Celle que j'ai, surtout ce qui m'a remarqué, c'est ça, c'était ce que je me rappelle. Et même, ça c'est une anecdote de ma vie aussi, comme je savais déjà jouer. Alors, ils m'ont, parce que dans les quartiers, ils sont venus, voilà,
il faisait la fête du 14 de septembre. Je sais pas. Et la fête du 14 septembre est liée à quelle festivité? Oh, je crois que c'est la religion catholique, quelque chose comme ça. Mais ils m'ont vu jouer une fois, à cette date-là, un petit peu les tambours. Et d'un coup, ces musiciens-là, ils sont revenus pour la fête de carnaval. Il fallait faire un défilé au stade de La Paz. Seulement le batteur, un tambour, il n'est pas venu. Et d'un coup, ils m'ont dit, bon, Armando, est-ce que tu veux jouer avec nous? Ah, je dis, oh, comment? Non, vous savez, j'avais, comme je dis, 8 ou 10 ans. C'était vraiment... Ah, je dis, aucun problème. Hein. Mais c'était la première fois que j'avais joué la Diablada à cette époque-là. Et lorsque vous parlez jouer, les autres personnes qui jouaient avec des instruments autochtones ou des instruments de cuivre ou... De cuivre, en métaux. Tout c'était parce que c'était des années quand même, entre les années, ce que je me rappelle bien, à partir de l'année 64 jusqu'à les années 79 ou 79, pardon. Et les problèmes, c'était qu'un petit peu presque interdit de jouer la musique indienne, avec la flûte du pan, la flûte indienne, tout ça, à cause de tous ces problèmes politiques. Hein. Mais quand même, à ce moment-là, même pour jouer avec les trompettes, c'était aussi un peu difficile, on va dire, de trouver des musiciens parce qu'il n'avait pas beaucoup, comme ça. Mais c'est là que je me rappelle, mais oui, disons, je suis en train de vivre ce moment-là, que je faisais mon défilé au stade à Hernando Siles. J'étais gamin. Hein. Est-ce que vous vous rappeliez si, à l'époque, déjà, on jouait donc, il y a la première partie, la Diablada, est-ce qu'on jouait également la Cacharpaya et la Cueca, ou c'était uniquement la Diablada? Bah, c'est ça ce que nous on jouait. C'est de là que je viens, c'est que ça jouait la Diablada normale, le rythme. Après, comment dire, la Cacharpaya, c'est une petite danse, le guayno qui ça se fait, on jouait ça complet. Également, parce que c'était, disons, voilà, on devait finir. C'est-à-dire, c'était l'annonce, à mon avis, de dire, voilà, il faut faire ça pour finaliser finaliser le morceau comme ce qu'il est. Et la Cueca, est-ce que c'était pas quelque chose que... La Cueca, je le connais parce que, bon, vous savez, c'est chez nous, chacun, c'était dans les fêtes que j'ai participé, vous savez, qui commençait à jouer avec les mouchoirs, tout ça. Et ça dépend aussi, voilà, je ne peux pas plus dire peut-être de ça, parce que selon la région, les départements, ça se danse. Mais on ne dansait pas avec la Diablada, parce que maintenant, il y a toujours 3 parties, le rythme de Diablada, Cacharpaya, et puis on finalise avec la Cueca. Donc, ça peut-être ils sont adaptés. Moi, à l'époque, on a... Okay. C'est la Diablada, je pense, c'est un rythme qui vient, surtout on le connaît, qui vient de la ville d'Oruro, mais c'est plus dans ce contexte-là de la Vierge, de Socavón, vous savez, c'est ça. Mais que la Cueca, c'est vraiment des genres de danse, je pense, c'est toujours. C'est plutôt une imitation, on dirait, aux Espagnols qu'on le fait, parce que c'est comme dire, je sais pas, là, je connais pas beaucoup aussi tous ces rythmes-là, mais je vois que ça dérive déjà. Et le rythme des chutas, c'est quelque chose qui est très typique de La Paz. Est-ce que vous vous rappelez avoir joué ce rythme, que ce soit à la campagne ou dans la ville? Les chutas aussi, ce sont des danses, tout ce que vous venez de citer, ce sont des danses après, bon, après qu'ils sont arrivés, les colonnes s'étaient colonisées, c'est crié. Et toutes ces danses-là, comme les chutas, c'est vraiment une imitation, c'est une imitation burlesque, une danse avec l'air, bien sûr, bolivien, qui on s'est moqué, on va dire, c'était pour se moquer plutôt de la façon comme les Européens
ils s'habillaient, comment est-ce qu'ils avaient cette tête comme ça, vous voyez, parce que le masque, le semi, tout ça. Et même après, le pantalon, comme vous voyez, les toreros, c'est vraiment, nous c'était, voilà, tout ça c'est, on va dire, les chutas. Mais ça se danse en campagne, ça se danse aussi à l'époque du carnaval. C'est une danse aussi gay, mais c'est après, disons, du XVIe siècle qui s'est formé ça. Mais c'est en rythme de huayno aussi, bon, avec une particularité en rythme de chuta, on va dire. Initialement, c'est une base très proche au huayno. Est-ce que ce rythme-là, vous vous rappelez par exemple si on jouait avec des instruments de cuivre ou c'était des instruments autochtones? Ah oui, on le jouait avec des musiques autochtones. Hein. C'était bien adapté, c'était plus la tarka, parce que ça sonnait plus fort. Hein. Mais sinon, après, bon, comme je dis, ils sont quand même plus utilisés, les musiciens qui jouent déjà des instruments métalliques. Hein. Et avec Aguatinhas, vous avez joué du chutas? Ah, non, on va dire non, mais dans notre répertoire, on avait fait un petit peu quelques airs comme ça, parce qu'il y a une spécialité dans cette mélodie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment respecter. On l'a fait, mais bon, c'est vrai que si un jour, je me dis encore, parce que le groupe il continue, peut-être ils vont le faire, peut-être ils vont le rattraper, mais parce qu'ils l'avaient fait pour nous, on va dire entre copains comme ça, pour un petit peu montrer le carnaval, vous savez. C'est quelque chose qui se joue en époque de carnaval. Carnaval, surtout le carnaval. Et la morenada avec Aguatinhas, est-ce que vous avez dans votre discographie une morenada ou quelle est la première morenada que vous, personnellement, vous avez jouée? C'était Quirquinchos de Corazon, c'était un des vraiment créations des groupes, mais c'est toujours, on jouait plus souvent parce que c'est vrai que, comme je dis, les gens ils aimaient ça, un petit peu les rimes plus adaptés à son goût. Que la musique autochtone, c'était un petit peu difficile de le faire montrer comme ça, les gens même, déjà ils se mettaient debout, ils commençaient à danser, vous savez. Mais c'était ça, Quirquinchos de Corazon, c'est la morenada qui... Et la cuyahuada, ça vient aussi de La Paz. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vos parents, par exemple, ont dansé la cuyahuada? Eh oui, ça, vous savez, ça, ce sont je pense, mes meilleurs souvenirs jusqu'à présent de cette époque-là. Parce que je voyais déjà mes parents, ils étaient vraiment, ils étaient là-dedans avec toutes sortes de danses, comme je citais tout à l'heure, la llamerada par exemple. Après c'était les cuyahuas. C'est incroyable, je suis en train de vivre ça, je voyais comment est-ce qu'ils pouvaient aller se mettre, changer complètement, même des personnes comme s'étaient habillées dans la vie quotidienne normale, et après d'un coup un autre aspect, c'était joli, c'est voir, et après suivre ces rythmes-là, c'était, je le vis, parce que je l'ai vécu avec mes parents, tout ça, ils étaient derrière toujours. Et c'est quelle année plus ou moins vos parents ont commencé à danser vers quelle année? Comment je dis, entre mes 6 ans, de mes 6 ans que je les ai vus, que je me rappelle un petit peu. Parce que, et c'est quelle année approximativement? Les années 1900? Voilà, non, c'est 14, 60, 56, 10, oui, 66, ça fait 6 ans, non, mais 72, 62, wow. 63. Mais c'était gamin, non, c'était, mais j'aimais. J'étais là, j'ai commencé vraiment à faire les mêmes gestes que mes parents. Je suis en train. J'étais vraiment quelqu'un que j'étais vraiment derrière mes parents. Des fois, ils ne voulaient pas, ils me disaient de rentrer parce que je devais surveiller aussi mes frères. Parce que, alors, je devais être là. Mais je disais non, c'est le moment. Hein. Et est-ce que là aussi, est-ce que les musiciens jouaient avec des instruments autochtones ou des instruments de cuivre? Que je me rappelle, par exemple, c'était plus de cuivre, aussi disons en métal, parce que
c'était difficile de pouvoir, comme je dis tout à l'heure, de pouvoir trouver des musiciens, plusieurs musiciens qui pouvaient jouer disons, avec la flûte indienne, tout ça. Hein. Mais plus tard, c'est vrai que maintenant, je me rappelle, entre mes 8-10 ans aussi, on faisait la fête de Noël. Alors, il avait les villancicos qui nous jouaient, et c'est là qu'on jouait des fois avec les flûtes indiennes, tout ça. La Cuyawada. La Cuyawada, parce qu'on dansait la Cuyawada aussi. Quand on était, À Noël également. À Noël. Mais ça, c'était que pour les enfants. Il n'avait pas les adultes. Que les enfants. Les enfants dansaient la Cuyawada à Noël. À Noël. Aussi, il avait la llamerada aussi. C'était bien connu à l'époque, c'était que ça. Il n'avait pas morenadas, il n'avait pas diabladas, tout ça. C'est après, petit à petit, qu'ils sont montrés aussi. Mais c'était ça. Mais ils jouaient après, les musiciens, c'était bien sûr les adultes. En même temps, ils nous surveillaient, en même temps, c'était les musiciens et tout ça. C'était magnifique. Après tout ça, est disparu. Parce que dans le quartier aujourd'hui, il n'y a plus de fêtes. Il n'y a pas Noël. Les villancicos, maintenant, peut-être, je ne sais pas si ça se joue, peut-être à l'alto, peut-être. Hein, parce que ça, quand même, il y a la communauté Aymara qui sont installés, qui sont venus de partout. Et peut-être, je ne sais pas. Mais c'était ça, dans ces années-là. Surtout 62 jusqu'à 66, peut-être 70 maxi, peut-être. Et avec le groupe Awatiñas, est-ce que vous avez enregistré le rythme de Cuyawada? Oui, nous avons on a deux enregistrements qu'on avait fait, qu'on a quand même, les gens ils ont bien apprécié, c'était des rythmes déjà, comment dire, récopilés, on va dire comme ça. Ah, c'est une reproduction de... Voilà, parce que c'est l'auteur, le compositeur, c'était quelqu'un, et nous, là, a pris cette air, on l'a joué, on l'a interprété, et c'était vraiment un rythme que les gens ils sont bien aimés, bien appréciés. Et si les gens ils se rappellent, surtout ceux qui nous ont vus ici en Europe, ils doivent se rappeler, desde lejos, c'est vraiment un air qui a quand même frappé pas mal de cœur, on va dire. Est-ce que vous sauriez nous donner une mélodie ou une chanson? C'est desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Et c'est quelle année que vous avez joué cette chanson? Wow. Alors là, on va revenir en arrière. C'est en 80, déjà 81, 80, 81 ou 82, toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, ça se joue. Parce que les gens ils demandent, parce qu'ils aiment cette chanson-là. Et vos parents, ils jouaient sur quoi? Sur quelle mélodie? Sur quelle chanson? Est-ce que vous vous rappelez? Mes parents, c'était vraiment... mon père, c'était la tarka, c'était, comme je dis, la fête de carnaval. Il jouait, on va dire, ça c'est dans la langue indienne, je chante, Aymara, et c'était très... Hein? Et ils dansaient la Cuyawada sur ce titre? Non, pas la Cuyawada, non. Ça c'était, on va dire, l'air que mon père il jouait pour le carnaval, c'est-à-dire pas avec la tarka, ok. Hein? Mais aussi il jouait, comme là bientôt la fête de Toulson, qui s'est devenue aussi d'ici, mais là-bas aussi on avait les jours de mois aussi, si vous voulez. Alors c'était la flûte, on va dire, de l'être qu'il avait décédé, de cette personne de mort, on va dire. Il jouait la flûte, cette flûte-là, hein? Il jouait comme ça. Pour revenir un petit peu, vous me disiez que vos parents dansaient déjà à l'époque la Cuyawada parce que vous aviez 6-7 ans. Est-ce que vous rappelez d'un rythme ou de chanson de cette époque-là? Oui, je le connais comme ça, je ne connais pas la lettre ou les paroles. Tararan tan 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 tan, zan ta ta tan 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 tan,
Tararan tan 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 tan, zan ta ta tan 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 tan. Tararan tararan tararan, tararan ta tan tan tan. Vous voyez, c'était ça, je vous dis, c'est quelque chose qui a resté au moins. C'est comme dans les Llamerada, c'est tan 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 tan, taran tan tan ta tan taran tan tan. Ta ta tan ta tan tan tan. Ça c'est. Et la morenada, c'est quoi par exemple? Pour moi, la morenada, c'est ce que je me rappelle plus malgré ce que je disais des quinchos de corazon, quand je l'ai entendu, ces groupes-là, je ne sais pas qui est vraiment le premier groupe qui l'a joué, parce que je l'ai entendu à la radio, c'est Al son de las matracas, c'est la mariposa. La mariposa, voilà ce que j'avais entendu, mais je ne savais pas qui est. Vous voyez, c'est comme ça certains rythmes aussi connus, plus vieux que ça qu'on connaît, peut-être plus anciens, qu'on sait des fois, qu'on essaie de se rappeler. On avait ceux qui sont peut-être dans mon génération, qui essaient un petit peu de sortir, de poussiérer, parce que c'est difficile hein, de dire voilà, je vais jouer avec la personne, parce que la personne va dire mais je ne le connais pas. Et avec le tinku par exemple, je sais que le tinku, initialement on jouait avec la tonada, et puis c'est devenu le tinku. Est-ce que dans le répertoire d'Aguatinhas ou dans votre mémoire, vous sauriez me dire le premier tinku tonada que vous avez joué, interprété ou entendu? Oui, una c'est Hipinakaru, c'est un rythme de tinkus c'est vraiment... Enregistré avec Aguatinhas? Enregistré en Aguatinhas. Et en quelle année? Wow. C'est dans les premiers disques qui sont déjà 81, 82, je crois. Est-ce qu'à l'époque vous l'appeliez déjà tinku ou c'était en rythme de tonada? On disait tonada parce que tinku c'est devenu aussi pareil que les caporales. Hein? Parce que tinku c'est une autre chose. Hein? Alors, pour mieux se trouver, alors voilà, comme je viens de dire, non? On va jouer un caporales, on va jouer un tinku. Le tinku, voilà, c'est vraiment... C'est la danse qui va définir le rythme, en fait, c'est ça? Ouais, parce que sinon, autrement, comment, si je vais citer les noms de cette air-là, soit un tinku ou un wailage, c'est difficile. Alors, on sait, et les musiciens, quand on dit on va jouer un air, tinkus, bah, tout de suite on va dire laquelle? C'est celui-là. Ah d'accord, on dit ah, bon, allez, bon, est-ce que tu me donnes les notes un petit peu comme ça? Mais si on va dire, on va jouer tinkus, je ne sais pas les noms tinkus, mais ils vont me donner les noms. Ah, c'est normal que je me pose la question, c'est quoi ça? C'est comme je dis, c'est la comparaison ce que je fais entre les caporales et la saya. Au nom du Centre folklorique bolivien Cantuta, je vous remercie vraiment de votre partage, au fait, de savoir, de connaissances. Je vous remercie pour votre temps et pour votre ouverture, pour avoir voulu partager toute votre histoire, toute votre trajectoire avec nous. Et nous espérons pouvoir écouter très prochainement, qui sait, une nouvelle édition de Aguatinhas avec peut-être des personnes d'ici en Belgique, qui sait. Oui, ça serait vraiment quelque chose de très intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, on a fait pas mal de tournées dans toute l'Europe, hein, le Moyen-Orient et tout ça. Et c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'ils ne sont pas passés par ici et les groupes, ces derniers temps, ils sont fait une tournée ici en Europe, mais on a essayé, mais vous savez, des fois il faut le temps de pouvoir préparer quelque chose. Ça serait vraiment un grand plaisir de pouvoir présenter ici les groupes, surtout voilà, aujourd'hui, parce que vous savez, les ans passent et après, on ne sait pas ce que ça va devenir. Hein. S'ils vont continuer la nouvelle génération, on ne sait pas. Mais ça serait vraiment un grand plaisir de les recevoir ici en Belgique. On va essayer de faire quelque chose vraiment déjà préparé parce que comme je suis toujours en contact
avec, je disais tout à l'heure, sont comme mes frères, surtout Miguel, on est deux personnes qui sont vraiment attachées. Et pourquoi pas le faire. Mais sinon aussi, j'espère à tous ceux qui vont voir ces vidéos-là, je vous vraiment s'il y a quelques erreurs peut-être qui ça se peut des fois dire, j'espère qu'ils soient à votre considération parce que ce sont des choses qui viennent de ma connaissance. Je ne peux pas, disons, dire que la personne il n'avait pas raison ou pas raison. C'est comme ça que j'ai vécu. Et je suis en train de dire ce que j'ai dit, c'est par rapport à ma vivance. J'ai appris la musique de mes grands-parents et je l'ai transmis aujourd'hui aussi aux personnes qui vont écouter, aux personnes qui vont vraiment savoir ce que c'est. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir aussi d'avoir été invité et voilà, expliquer ce que je sens, ce qui me manquait peut-être de dire ces derniers temps. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je vais jouer avec des amis un petit peu juste pour me soulager, on va dire.